Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute et en direct de l'émission Constellation. L'œuvre de William Shakespeare fascine autant qu'elle étourdit, et l'un de ses plus éminents exégètes et traducteurs, Jean-Michel Desprats, consacre un chapitre entier à ce qu'il intitule « La langue de Shakespeare et sa traduction en français » dans la petite collection Que sais-je aux éditions PUF, les presses universitaires de France. Je le cite. Malgré la périphrase bien connue désignant l'anglais comme la langue de Shakespeare, Shakespeare n'écrit pas en anglais, mais dans un idiolecte poétique différent tout autant de l'anglais d'aujourd'hui par son obscurité, sa liberté créatrice, son lexique et sa syntaxe, que de la langue de ses contemporains. Il ajoute un peu plus loin, il existe de nombreux glossaires et dictionnaires consacrés à cette langue souvent ambiguë, complexe, polysémique. S'ils contiennent des milliers d'entrées, c'est en raison de l'ampleur et du foisonnement quasi rabelaisien du vocabulaire shakespearien qu'il est courant d'opposer à l'extrême économie du vocabulaire de Racine. Un total de 30 000 mots est communément porté au crédit de Shakespeare. Il renvoie aux statistiques fournies par la concordance de Martin Spevak, premier essai de recension électronique qui répertorie 20 066 mots différents sur un total de 884 647 mots. Dans le même chapitre, et à propos de la versification, Jean-Michel Desprats constate aussi le vers shakespearien, qui a la même fonction culturelle que l'alexandrin en France, s'en distingue par le fait d'être un vers non rimé. Le vers blanc, blank verse, non rimé est majoritaire. 70 000 vers pour l'ensemble de l'œuvre dramatique. Il est plus présent que les vers rimés, environ 8 000 vers, plus présent également que la prose, entre 25 000 et 30 000 lignes. Dans le cadre d'une première émission consacrée à Shakespeare et centrée sur les sonnets, on a souligné leur pétrarchisme et leur attachement à une préciosité empreinte de rhétorique. Les sonnets se faisaient aussi l'écho d'une certaine misogynie à travers la figure de la Dark Lady, sensuellement envoûtante. Il s'agit aujourd'hui de mettre en relief une toute autre facette de la création shakespearienne en lisant quelques passages des pièces dans lesquelles s'expriment de subtiles figures féminines. Subtiles en ceci que, pour corroborer l'analyse d'Yves Bonnefoy, après le laboratoire des sonnets, Shakespeare choisit d'inscrire son projet poétique et sa poétique dans l'œuvre théâtrale et non plus dans des formes poétiques conventionnelles. Là encore, le foisonnement peut étourdir à l'énoncé d'une liste qui n'est pas même complète. Juliette, Ophélia, Miranda, Perdita, Cordelia, Titania, autant de diamants sertis dans la trame des divers genres théâtraux, la comédie, la tragédie, la tragicomédie. Soulignons toutefois la gageure. La pratique du spectacle dans un fauteuil, si elle peut s'appliquer à Alfred de Musset, relève du défi absurde dans le cas de Shakespeare, a fortiori quand, non content de lire et relire son théâtre, on en extrait un court fragment. C'est pourquoi chaque lecteur
ou plutôt chaque spectateur devra puiser dans sa mémoire théâtrale pour retrouver les mises en scène qui l'auront marqué. Pour ma part, cette quête de l'éphémère me fait retrouver celle de Giorgio Strehler avec La Tempête. Songeons aussi que la carrière si fertile de Thomas Ostermeyer l'a confronté à Berlin comme en France, au Songe d'une nuit d'été, à Hamlet, à Othello, à Mesure pour mesure, à Richard III, à La Nuit des Rois, au Roi Lear, et j'en oublie peut-être. Quant aux jeunes et futurs découvreurs de Shakespeare, ils devront aller à la rencontre des mises en scène que leur ambition inscrit dans les théâtres des très grandes villes, en leur centre ou dans leur périphérie, si l'on considère Paris par exemple. Dans la pièce Roméo et Juliette, les premières scènes souligneront la versatilité de Roméo, prompt à s'amouracher de Juliette, apparue dans un bal, alors qu'il se disait pourtant passionnément épris de Rosaline, qui ne fait pas même partie de la liste des personnages. Ce ne seront donc pas tant les répliques trop souvent faites d'images conventionnelles de Juliette qui contiendront un fort degré de poéticité que cet échange entre Mercutio et Roméo, au cours duquel Mercutio évoque la curieuse figure de la reine Mab. Je lis ce passage dans sa traduction, avec un échange entre Mercutio et Roméo. Roméo, j'ai fait un rêve cette nuit. Mercutio, et moi aussi. Roméo, et quel était ce rêve? Mercutio, que rêve est mensonger. Roméo, non, songe, ne ment pas au rêveur allongé. Mercutio, ainsi la reine Mab vous a hanté. Je vois. Benvolio, la reine Mab, qui est-ce? Mercutio, celle qui vient la nuit, féerique accoucheuse, toute menue, et pas plus grosse que l'agate de la bague qu'un échevin porte à l'index. Dans son carrosse attelé d'êtres minuscules, elle effleure au passage le nez de nos dormeurs. Le carrosse est tendu d'ailes de sauterelle, et les rayons des roues sont pattes de faucheux. Ses rênes sont reflets d'humide clair de lune. Ses harnais sont tissés de toiles d'araignée. Pour fouet, fémur de grillon et fil de la Vierge. Le cocher est un moucheron à cape grise, à moitié gros comme un petit verre rond qu'on sort avec l'aiguille du doigt paresseux d'une fille. La caisse est une coque de noisettes évidée par l'écureuil ou quelques vieilles larves ébénistes qui furent de tout temps les carrossiers des fées. Chaque nuit, en cet appareil, elle galope du cerveau d'un amant qui rêve alors d'amour, aux genoux du courtisan qui rêve courbette, aux lèvres des beautés qui rêvent de baiser. Mais leur haleine sent souvent les sucreries. Alors Mab, irritée, y met quelques pustules. Revient-elle au galop à la lèvre d'un juge? Il rêve tout de go qu'il flaire un bon procès. Qu'à l'aide de la queue d'un cochon dimeret, elle excite le nez d'un curé assoupi, il se met à rêver d'un nouveau bénéfice. Conduit-elle son char sur le cou d'un soldat, et le voilà qui rêve d'ennemis égorgés, d'embuscades, d'assauts, de lames de Tolède et de grands pots de vin qui feraient bien 5 brasses.
après quoi des tambours lui battent à l'oreille, il tressaille et s'éveille, et saisi de frayeur, il jure une ou deux fois en guise de prière, puis se rendort. Oui, c'est bien Mab qui vient nuitamment emmêler les crins de nos chevaux, qui dès lors, encrassés, emplique s'agglutine et qui porte malheur à ceux qui les démêlent. Qu'une fille dorme sur le dos, et c'est Mab l'incube qui sur elle s'étend et fait d'elle une femme à qui sont familiers ce port et ses transports. C'est Mab encore? Roméo. Assez, c'est assez, Mercutio, ce sont vaines paroles. Je vais lire à présent avec les réserves que j'ai exprimées concernant la lecture, d'autant plus que dans la scène que je vais lire, il y a plusieurs personnages. Il y aura le personnage d'Ophélia, il y aura le personnage de la reine Gertrude, la reine du Danemark, qui a collaboré à l'assassinat du père d'Hamlet, et il y aura une intervention de Claudius, le roi usurpateur. De plus, dans la majorité de ses répliques, Ophélia chante les textes qui correspondent à la folie qui s'est emparée d'elle. Et voici d'ailleurs la didascalie.
entre Ophélie folle, la chevelure défaite, avec un luth. Où est la toute belle majesté de Danemark? Voyons, Ophélie. Comment d'un autre votre bel amour se reconnaît-il? Il porte avec sandales et bourdons, chapeau à coquille. Hélas, douce enfant, quel sens a cette chanson? Vous dites, mais je vous en prie, écoutez plutôt. Le voici mort et mis en terre, madame, mort et mis en terre. Près de sa tête un vert gazon, à ses pieds une pierre. Mais voyons, Ophélie, s'il vous plaît, écoutez. Chantant, blanc son linceul, comme neige des monts. Entre le roi Claudius. Hélas, voyez cela, monseigneur. Ophélia chantant, garnie de douces fleurs, qui à la tombe s'en alla. Mais non, sous l'ondée d'un amour vrai en pleurs. Comment va-t-on, mignonne? Bien, Dieu vous le rende. On dit que la chouette était fille de boulanger. Seigneur, nous savons ce que nous sommes, mais sans savoir ce que nous pourrons être. Dieu vienne à votre table. Son père lui trotte par la tête. S'il vous plaît, n'en disons mot, mais si on vous demande ce que cela signifie, répondez ceci. Chantant. Demain c'est la Saint-Valentin, et voyez, des matines, fille venue sous vos fenêtres, c'est votre Valentine. Se levant donc, il s'habilla, sa chambre lui ouvrit. Fille entrée, fille n'était plus, lorsque s'en repartit. Mignonne Ophélie. Là, pour de vrai, soit dit sans jurer, j'irai jusqu'au bout. Chantant. Jésus, par sainte charité, hélas, les infâmes, point ne s'en privent quand ils y sont, par Dieu, à eux le blâme. Elle, avant de me culbuter, mariage aviez promis. Sûr, je l'aurais fait si n'étiez venu dedans mon lit. Depuis quand est-elle ainsi? Ophélia. J'espère que tout ira bien. Il nous faut être patients, mais je ne peux m'empêcher de pleurer en pensant qu'on l'a couché dans la froide terre. Mon frère le saura. Là-dessus, je vous remercie de vos bons conseils. Allons, mon carrosse. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, charmante dame. Bonsoir, bonsoir.
Et un autre extrait de la folie d'Ophélia, après que son père, Polonius, a été tué par Hamlet. Ophélia, sur le brancard, visage nu, on l'a porté, traderidera, et plus d'une larme sur sa tombe a coulé. Dieu vous garde, ma colombe. Laërte, il s'agit de son frère. Si tu criais vengeance, ayant tous tes esprits, tu ne convaincrais pas ainsi. Ophélia, vous devez chanter au gai. Oh, et vous, qu'on l'appelle gai, au gai. Oh, comme le refrain est à propos. C'est l'intendant infidèle qui a ravi la fille de son maître. Laërte, cela n'a pas de sens, mais en dit davantage. Ophélia, voilà du romarin, c'est pour le souvenir. S'il vous plaît, amour, souvenez-vous, et voici des pensées pour les rêves d'amour. Laërte, une leçon de folie. Pensées et souvenirs adjugés où il faut. Ophélia, voilà des fleurs de fenouil pour vous et des encolis. Voilà de la rue pour vous et en voici pour moi. On peut l'appeler herbe de grâce pour les dimanches. Or, votre rue à vous est apportée comme un emblème différent. Voilà une pâquerette. J'aurais voulu vous donner quelques violettes, mais elles se sont toutes fanées le jour où mon père est mort. On dit qu'il a fait une bonne fin, chantant, car le charmant et doux Robin est toute ma joie. Laërte, tristesse, affliction, souffrance, même l'enfer, elle en fait de la grâce et de la gentillesse. Une note précise que la rue est une plante, je lis cette note qui éclaire ce passage de la folie d'Ophélia. C'est à Claudius que va la rue, plante amère du repentir, to rue étant aussi un verbe anglais qui signifie regretter, se repentir. Ophélie se l'attribue en tant que son état appelle la pitié. À elle aussi la pâquerette, fleur du chagrin d'amour. Quant aux violettes, qui sont absentes, elles seraient signe de fidélité. On connaît les tableaux pré-raphaélites qui évoquent cette scène de la folie d'Ophélia et la présence obsédante des fleurs. Rimbaud, comme on sait, a écrit un poème aussi sur la mort d'Ophélia. Dans le temps de cette émission, on ne peut donner voix à toutes les figures féminines. Aussi mettra-t-on l'accent, pour finir, sur une autre veine poétique, un autre fil d'Ariane poétique parmi tant d'autres, ce que l'on peut nommer la féerie. Dans cet esprit, deux pièces dominent, le songe d'une nuit d'été et la tempête, avec les figures d'Ariel, du monstre Caliban ou de Robin Goodfellow, alias Puck. Je lis un extrait du songe d'une nuit d'été, dans le cadre duquel s'exprime la fée. Ou je me trompe fort, ou ces traits se maintiennent, n'êtes-vous pas l'esprit espiègle et coquin, dit Robin Gai-Luron, lui dont le personnage inspire la terreur aux filles du village, qui écrème le lait, détraque le moulin, essouffle la fermière à barater en vain,
empêche aussi parfois que la boisson fermente, qui perd les gens la nuit, rit de leur épouvante, ceux qui vous nomment gobelins, lutins gentils. Vous faites leur travail et la chance les suit. C'est bien vous, n'est-ce pas? Those that hobgoblin call you, and sweet Puck, you do their work, and they shall have good luck. Are not you he? Robin, c'est comme tu l'as dit, je suis ce voyageur folâtre de la nuit. Je distrais Oberon, et son rire s'élève quand, trompant un cheval bien gras nourri de fèves, je hennis, imitant des pouliches la voix, ou quand Pomme rôtit dans un bol, quelquefois je me blottis, puis saute au nez de la commère lorsqu'elle boit, et je répands alors sa bière sur ses fanons fripés. Puis il arrive aussi qu'une digne matrone, en plein dans son récit, veut s'asseoir, moi je me déguise en escabelle, elle culbute quand je disparais sous elle. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre sur le thème de la folie, précisément un morceau intitulé La Folia de Marin Marais, interprété au violoncelle par Christian-Pierre Lamarca, puis un morceau intitulé The Mad Lover d'un compositeur anglais qui se nomme John Eccles, interprété au luth par Thomas Dunford et au violon par Théotime Langlois de Swart. Et enfin, c'est le Balder Quartet qui interprétait le morceau intitulé aussi La Folia de Vivaldi.
Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.